juste pour redire un petit peu le champ aussi de l'intervention, on va se limiter aux installations inférieures à 100 kW de crête. On ne parle pas d'appel d'offres aujourd'hui. Voilà, pour bien concerne le propos notre propos. On va commencer par parler du nouvel arrêté tarifaire. Alors l'objectif pour nous, c'est pas d'être exhaustif, d'aller vous parler de tous les détails, mais c'est de reprendre le cadre général. Et on se réfère énormément à l'article qu'on a publié. Et on vous invite vraiment par la suite à aller voir cet article, parce que c'est l'article dans lequel on va alimenter au fur et à mesure de vos questions et qu'on va alimenter de toute information qu'on aura au fur et à mesure. Alors, l'arrêté tarifaire, je n'ai pas écrit l'intitulé complet, mais l'objectif c'était quand même de rappeler qu'il s'applique aux installations implantées sur bâtiment, de puissance inférieure ou égale à 100 kW de crête, situé en métropole continentale. Donc je l'ai ajouté parce qu'il y a eu un autre arrêté qui a été publié pour les ADMI. C'est aussi pour redire que nous ne parlerons que de cet arrêté-là aujourd'hui. Alors voilà, je commence déjà par une première question. La date d'application de cet arrêté. À partir de quelle date s'applique ce nouvel arrêté? Est-ce le A, le 9 mai 2017, B, le 10 mai 2017, C, le 11 mai 2017, D, le 19 mai 2017. Voilà, je vous laisse réfléchir. Voilà, vous pouvez lever si vous avez une réponse. Ceux qui sont webconf, si vous avez envie de partager votre réponse, vous pouvez aussi préparer indiquer par écrit. Alors je vois qu'il y a différentes réponses qui émergent. J'en vois peu de justes, mais quand même. L'arrêté s'applique le 11 mai. Donc en fait, il est signé du 9 mai. Il a été publié au journal officiel le 10 mai. Et en fait, il entre en vigueur le lendemain de sa publication. En fait, ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que dès que des personnes qui auront déposé une demande avant le 11 mai, elles sont arrêtées du 4 mars 2011. Et puis les autres, dès qu'elles déposent le 11 mai 2017, elles sont dans le nouvel arrêté. Et le 19 mai 2017, juste une petite subtilité, j'en reparlerai tout à l'heure, c'est que Enedis n'a pas pu forcément tout de suite avoir ses fiches de collecte à jour. Donc ils ont mis à jour des fiches de collecte, notamment Super Atlantique KVA, le 19 mai. Ça veut dire que ceux qui ont déposé avant avec les anciennes fiches de collecte, elles sont quand même soumis au nouvel arrêté tarifaire, mais il va falloir qu'elles apportent des éléments complémentaires pour être considérées comme demande complète. Je vais en préciser juste après, mais voilà, c'était pour vous dire un petit peu des éléments. Un petit point quand même d'attention sur ces périodes de transition. Quand on change d'arrêté tarifaire, des fois, on s'y perd un petit peu. Est-ce que mon projet, dans quel cadre il est? Et on s'y perd aussi dans les règles à suivre. Donc ceux qui ont déposé une demande de raccordement complète, j'ai pas mentionné le mot, mais c'est complète, avant le 11 mai 2017, restent éligibles à l'arrêté du 4 mars 2011, donc doivent respecter les critères de l'arrêté du 4 mars 2011, avec une toute petite subtilité, mais c'est pour moi important de le signaler. Pour rappel, les demandes de raccordement qui avaient été faites avant le 30 mai 2016, donc avant le décret qui avait limité la puissance à 100 kg. Donc les installations notamment qui sont au-dessus de 100 kg, pour lesquelles il y a une demande de raccordement qui a été faite avant le 30 mai 2016, elles doivent respecter impérativement un délai de mise en service qui était de 18 mois, avant le 30 novembre 2018. Si elles dépassent le délai de mise en service, elles n'ont plus l'obligation d'achat. Ça c'est très important. C'est pas juste une pénalité, c'est qu'il y a vraiment un délai tout près, voilà, comme il y a pu avoir par le passé. C'est très spécifique à celles qui ont déposé des demandes avant le 30 mai et au-dessus de 100 kg. Mais important, juste, si vous avez dans vos réserves des projets qui sont dans ce cas-là, soyez très vigilants quand même à la date de mise en service. Si jamais vous souhaitez en fait que votre projet finalement soit éligible à l'arrêté du 9 mai 2017, il faut pour cela du coup annuler votre première demande et en déposer une nouvelle. Sachant que l'arrêté est venu quand même exclure de l'éligibilité à l'arrêté à lui-même les installations qui étaient déjà mises en service avant le 10 mai 2017. Pour celles qui sont déjà mises en service, elles ne peuvent pas. La demande de raccordement qui avait été faite avant le 30 mai 2016, avant le décret qui avait limité la puissance de 100 kg. C'est bon? C'est pas de souci. Donc voilà, juste pour rappeler que, voilà, attention, dans ces cas-là, on ne peut pas en fait se raccrocher à l'arrêté du 9 mai. J'ai mis entre crochets, parce que c'est précisé aussi, celles qui ont déjà produit à des fins d'autoconsommation ou dans le cas d'un contrat commercial, elles ne peuvent pas en fait, elles, être éligibles. Voilà, donc c'est bon pour vous, cette période de transition. En tout cas, si jamais vous êtes concerné par des cas, n'hésitez pas à revenir nous voir pour être sûr aussi de quel arrêté s'applique à vous.
Je voulais repréciser aussi hein, ce qui se passe au niveau d'Enedis. Donc, je cite qu'Enedis, je ne sais pas comment les autres gestionnaires de réseau se sont adaptés. Enedis, en fait, a bloqué, enfin, a mis à jour son portail, donc le raccordement petit producteur, le 11 mai 2017. Donc aujourd'hui, vous êtes en capacité de faire des demandes qui vont être complètes. C'est une version du portail qui est encore provisoire, c'est-à-dire qu'elle est entre guillemets un peu bricolée. En fait, il faut que vous téléchargiez un document à part avec des éléments complémentaires pour que ça soit valide au niveau de l'arrêté du 9 mai. Mais voilà, faites bien attention pour ceux qui auraient initié des demandes avant le 11 mai, mais qui ne les auraient pas complétées complètement. Il faut qu'elles revalident toute la procédure. Voilà, donc un petit peu attention quand même à ceux qui étaient entre les deux dates. Les fiches de collecte pour les petites installations ne sont pas encore à jour. Si jamais vous envoyez quand même une fiche de collecte pas à jour, en fait, Enedis vous enverra un document complémentaire avec tous les éléments qu'il faut compléter. Et pour les fiches de collecte, donc Super à 36 kVA, elles ont été publiées, donc mises à jour le 19 mai 2017. Si jamais vous aviez utilisé une fiche de collecte pas à jour, Enedis va vous envoyer un document complémentaire. Et la date de demande complète sera bien celle lorsque vous aurez tout envoyé, toute la complétude. Donc ça c'est important. On a une brève, publié une brève sur photodec.info pour renvoyer vers les nouvelles versions. Donc vraiment important, je vous invite sur le portail notamment à bien lire tout ce que Enedis a pu dire sur la procédure à suivre. Alors on va entrer dans le vif du sujet. Notre grille tarifaire. Alors à votre avis, quelle formule ne fait pas partie de l'arrêté tarifaire? Il y a quand même des indices. Hein. Il faut avoir des similitudes. C'est vrai. Donc je vois des réponses qui se lèvent, mais pas beaucoup. Et effectivement, la plupart des réponses sont justes. C'est bien finalement la formule du complément de rémunération qui est issue d'un appel d'offres. Et c'est vrai que je l'accorde qu'effectivement la formule était presque trop simple par rapport à nos formules d'arrêté tarifaire avec effectivement beaucoup de symboles mathématiques. Alors je vais juste là maintenant vous rappeler la grille tarifaire, simplifiée avec les chiffres du trimestre. Mais ensuite quand même Mélodie va prendre le temps de vous expliquer les formules parce que c'est important de comprendre aussi comment elles sont fabriquées, qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce que ça implique. Je fais juste un petit focus sur la grille tarifaire pour qu'on ait tous une vision d'ensemble. J'ai fait exprès de les mettre en même temps pour les afficher tous. Aujourd'hui, on a des tarifs, en tout cas un mode de rémunération différent entre la vente en totalité et la vente en surplus. Donc ça, c'est important. On est sur quelque chose de différent. Nous avons toujours des critères d'implantation sur le bâtiment avec une spécificité intégration au bâti pour la vente en totalité. Sinon, là, on est vraiment sur le bâtiment d'une manière générale. Au sol, c'est à 0, on est bien d'accord. Nous avons des critères de puissance, des seuils, 3, 9, 36, 100. Idem, 3, 9, 36, 100. J'expliciterai bien sûr tout à l'heure la notion de la puissance Q. Et puis donc là, en fait, si on traduit les formules pour le trimestre qui est en cours, mais qui se terminera le 30 juin, nous avons donc une grille tarifaire donc pour la vente en totalité, un tarif TA, intégration bâti, inférieur à 3 kg, 23,2, 20,39. Je ne vais pas vous lister, on n'a pas mis de petits noms pour l'instant, on n'a pas dit TA1, TA2, TA3, je pense que ce ne sera pas l'objet, on ne le fera sans doute pas, mais voilà, vous avez effectivement toute une classification selon tous ces critères. Pour la vente en surplus, juste pour rappeler que c'est une prime à l'investissement qui est en euros par watt crête, donc c'est une prime en une fois, enfin une fois au sens où c'est une prime au début, après elle va être versée en 5 fois, sur 5 ans en tout cas. Mais voilà, juste pour rappel, c'est pas quelque chose qu'on percevra annuellement. L'idée, c'est que cette somme, elle est fixe. Et puis par ailleurs, il y a ce qu'on a intitulé une rémunération de l'énergie injectée. En fait, c'est une vente en surplus, mais c'est un tarif qui est vraiment spécifique et qui n'est pas pareil que le tarif de la vente en totalité, qui est donc la grosse différence notamment avec le précédent arrêté tarifaire. Donc nous avons finalement 10 catégories, important quand même que vous vous appropriez ces éléments. Et je vais laisser Mélodie vous expliquer les formules, en tout cas vous en présenter une, sachant qu'en fait elles sont toutes un peu calquées sur le même principe. Oui. La prime à l'investissement, elle est conditionnée à quelque chose? Alors la prime à l'investissement, elle est conditionnée à respecter toutes les règles de l'arrêté tarifaire. Qui sont là, le mode d'intégration et la puissance. Oui, et le fait d'être en vente en surplus, c'est très important.
Je le précisera souvent, mais l'autoconsommation sans injection n'est pas éligible à la prime. Ouais. L'autoconsommation avec injection et c'est à titre gratuit n'est pas éligible à la prime. Mais il n'y a effectivement pas d'autres. Alors après, on ne connaît pas encore les modalités qui vont vraiment être mises en œuvre pour ce versement de cette prime. Mais c'est respecter les règles de l'arrêté tarifaire. Que la demande soit complète. Pourquoi est-ce que c'est important de comprendre les formules? Parce que je vais vous les expliquer, vous pourriez vous dire, mais c'est pas grave, de toute façon, quelqu'un d'autre va les calculer pour moi. Oui et non. Si vous êtes un professionnel, vous savez très bien que, sauf en début de trimestre, vous vendez sur le tarif du trimestre qui suit. Donc vous avez besoin de comprendre comment est-ce qu'on calcule ces formules pour essayer d'anticiper sur le tarif qu'auront vos clients. Surtout si vous êtes en fin d'un trimestre et que vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, vous savez qu'il vous faut 2, 3, 4 mois pour conclure avec eux. Donc il faut savoir comprendre comment est-ce que les tarifs vont évoluer. Alors, la CREI va maintenir un site web, enfin maintenir une page sur leur site web avec l'ensemble des tarifs, mais ils ne pourront pas les publier sous 21 jours, à moins de... Ils les publieront au mieux 21 jours après la fin du trimestre. Parce qu'il faut donner 15 jours à Enedis pour leur transmettre les données, ensuite que la CREI font leurs calculs et ensuite ils vont les publier. Ça veut dire que vous allez avoir 3 semaines en début de chaque trimestre où il n'y a pas, on ne sait pas vraiment quel est le tarif. Heureusement, les modifications dans le formule ont fait qu'on pourra anticiper pas mal. Alors, ça semble très complexe ici, c'est 18,7 multiplié par coefficient E, multiplié par un coefficient delta 1 moins S1 multiplié par la somme de I égale 1 à N-1 de 1 moins S'1 multiplié par la somme de I égale 1 à N-2 1 moins SI fois K. C'est le produit. Le produit. Pardon, excusez-moi, pas la somme. Je l'ai décomposé ici. J'ai mis des couleurs, je ne sais pas si ça se voit de l'arrière, mais ici, 18,7 et E. La petite delta 1 moins S1, la somme des trimestres 1, c'est le produit. C'est la de N-1 à 1 de 1 moins S' I et 1 moins S1 SI. Un petit R là, excusez-moi. Ça semble très barbare, mais en fait, ce qui se passe, c'est que chaque trimestre, on va multiplier par le coefficient qui est lié à la puissance de demande de raccordement du trimestre, de 2 trimestres avant. Avec, en cas de très forte demande de raccordement, on va multiplier par un coefficient du trimestre précédent. Donc, on multiplie par un coefficient de 2 trimestres avant, en temps normal. Et puis, s'il y a une très forte demande, on va ajouter un coefficient d'urgence qui va faire baisser rapidement le tarif. Et celui-là, on ne sait pas si on va y arriver vu les volumes de marché actuels. On va du coup continuer de commenter cette grille tarifaire, juste pour redire qu'il y a donc principalement un critère de mode de rémunération, des critères de puissance et des critères d'implantation sur le bâtiment. Voilà. Il y a une logique de dire quel mode de rémunération je choisis, quelle est ma puissance, et finalement comment je suis implantée sur mon bâtiment. C'est ça qui va vous permettre de savoir à quel tarif sera vendu, enfin à quel tarif vous pourrez prétendre. Donc là normalement, vous allez me répondre tous juste, vu que nous avons répondu plusieurs fois à la question. Laquelle des 4 configurations a accès à la prime à l'investissement? Effectivement, là c'est bien la vente en surplus. Important, hein, signer, pour ceux qui connaissent la convention de consommation, la CAC, des notices, elle ne va pas vous permettre d'accepter cette prime. On en parlera tout à l'heure plus en détail de l'aspect autoconsommation, mais voilà, juste pour le rappeler. On va arriver sur la puissance P plus Q. Alors, on n'a pas projeté la définition de la puissance Q, elle est sur notre article. On se réfère aux différents annexes articles de l'arrêté. Juste pour rappel, cette notion de puissance Q, il y a plusieurs critères qui s'impliquent. Il y a une question de date de demande de raccordement de la puissance Q. Alors peut-être pour redire ceux qui ne sont pas très familiers. P plus Q, P c'est l'installation pour laquelle vous faites une demande. Et Q c'est toutes les autres installations qui vont être raccordées ou en projet à plus ou moins 18 mois aux alentours. Voilà. Je définis juste comme ça. Sachant qu'en fait, il y a des critères très précis, notamment une critère de distance. En gros, la question, c'est de dire si votre installation Q, en fait, elle est à plus de 100 mètres de l'installation P, c'est bon,
vous n'avez pas besoin forcément de la prendre en compte. Donc là, c'est une question qu'on vous pose là. Quelle est cette distance à prendre en compte? Qu'est-ce qui est la distance entre quoi? Donc là, on vous a mis en A la distance entre les champs des modules, les systèmes. En B, la distance entre les compteurs, les points de livraison, donc entre les installations. En C, on a mis la distance entre les bâtiments. Et en D, on a mis la distance entre les parcelles. Il y a une seule réponse. Et en fait, c'est la A. En fait, l'arrêté tarifaire dit que la distance, elle est à prendre, c'est la distance entre les deux installations, mais quand vous regardez les définitions, la distance entre les deux installations, c'est en fait la distance au sol la plus courte entre les deux systèmes. Les systèmes étant limités au champ des modules. Et effectivement, les installations, elles s'étendent jusqu'au point de livraison. Donc là, on a bien une confirmation, on est bien sur une logique de distance entre les systèmes. La parcelle, je le dirai tout à l'heure, mais aujourd'hui il n'y a plus de question de parcelle. Vous allez voir qu'on va vous le redire plusieurs fois, donc distance parcelle, ça n'a pas de valeur. La distance entre les bâtiments, vous allez voir dans une dérogation, il parle à un moment de distance entre bâtiments, mais finalement ça n'a pas valeur. Enfin, la vraie valeur initiale, c'est vraiment est-ce que je suis à moins de 100 mètres ou pas. Si je suis à plus de 100 mètres, c'est bon. Sinon, il faut que j'aille voir dans les dérogations si je peux quand même avoir une puissance Q qui est nulle. C'est que la distance, vous allez devoir en fait, pour chaque demande de raccordement, donner 4 points extrémaux de l'installation. Donc là, ils ont parlé d'installation, mais j'ai eu confirmation d'Enedis et la DGEC que c'est bien en fait du système. Vous allez devoir donner les coordonnées géodésiques des 4 points extrémaux du système. En fait. Ils disent de l'installation, mais ils m'ont confirmé que c'est bien un champ des modules. Oui. Propriété, donc en fait, finalement, quelque part, le deuxième critère, c'est la notion de propriété. Donc là, moi, je vous pose la question. Donc là, on a montré un schéma. En fait, il y a un bâtiment 1, 2, 3. Et la question qui se posait, c'était on va poser une installation P en 1, et en fait, il y a une installation Q qui est déjà là, ou qui est déjà en 3. On est à moins de 100 mètres. Maintenant, la question, ça va être est-ce que ça impacte ou pas finalement mon tarif? Le producteur, qu'il soit différent ou commun, peu importe, c'est vraiment la notion du propriétaire des bâtiments qui importe. S'ils sont différents, c'est bon, vous pouvez ne pas considérer la puissance du voisin. Il y a une petite subtilité que je ne vais pas forcément détailler, mais que je vous nomme quand même, c'est qu'il y a une dérogation si les bâtiments sont exclusivement destinés à l'usage d'habitation et que vous avez un document d'un architecte qui va attester que les bâtiments sont vraiment distincts, je formule comme ça, même si c'est le même propriétaire, vous pouvez être éligible avec une réduction de 10% sur le tarif. Que à la demande de raccordement, vous puissiez délivrer une copie du titre de propriété du bâtiment. Donc là, moi, je vous pose la question. Quel document peut être considéré comme la copie du titre de propriété? C'est une question piège. Je le dis tout de suite. Tous, j'espère. Alors, on ne sait pas encore. En fait, pour information, la copie du titre de propriété, c'est au moins 20 à 40 pages, et ça va pas être possible, en fait. Déjà, c'est compliqué de l'avoir, et enfin, c'est pas dit même qu'Enedis puisse accepter sur que vous allez déposer 40 pages d'une copie de titre de propriété. Donc, ils sont en train d'essayer de demander, ils sont en train de voir justement d'essayer de mieux vous décrire ce dont ils ont besoin. Mais ce n'est pas encore clair pour eux. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui, ils ont déjà reçu des demandes avec des attestations de propriété de la parcelle, et pour eux, ça fait pas foi. Ils cherchent vraiment la propriété du bâtiment. A priori, c'est leur règle. Et après, acte notarié, on ne sait pas encore. Taxe foncière, c'est pas dit que ça fonctionne. Et effectivement, la grosse question, j'ai mis permis de construire, pourquoi? Parce que c'est la grosse question des constructeurs. Un promoteur qui va apporter quelque chose, au début, les seuls propriétaires, je ne sais pas du tout comment ça va être traité. Juste pour vous préciser que c'est quelque chose du coup qui va être posé comme question par Enedis. Le producteur est-il propriétaire? Oui et non. Si jamais il n'est pas propriétaire du bâtiment, dans tous les cas, il faut délivrer la copie de propriété. Si jamais il n'est pas propriétaire, il faut en plus qu'il joigne le contrat de mise à disposition de la toiture. On en arrive à un autre critère qui sont les critères d'implantation sur bâtiment. Là, je vous pose une question. Quelles installations, j'ai mis un S, mais voilà, j'insiste sur le S, peuvent bénéficier d'un tarif d'achat dans le cadre de l'arrêté tarifaire? Pour vous dire, en fait, finalement, ce qui n'est pas possible, a priori, c'est d'avoir une toiture inclinée et en plus des panneaux inclinés dessus. C'est possible en toiture terrasse, mais c'est pas possible en toiture inclinée. Sur toiture inclinée, on vous demande d'être parallèle. Ça dépend de la pente du toit. On vous demande d'être parallèle. Si c'est 3%, oui, on peut faire un parallèle. Tout à fait. La pente, c'est 0,5%. 5%, pardon. 5%. En gros, une toiture qui a une pente inférieure à 5%, vous pouvez aller y mettre un système qui n'est pas parallèle, mais sinon, tous les autres, vous avez l'obligation d'avoir quand même du parallèle. D'accord. L'histoire des 20 mm. Alors, l'histoire des 20 mm, elle n'est valable que pour l'intégration au bâti. Ça, c'est important aussi. En fait, l'annexe 2, il y a un critère généraux d'implantation, donc c'est valable pour tout tarif. Et en plus, vous avez critères d'intégration au bâti et vous avez la notion de plan de toiture. La notion de plan de toiture, elle est que pour l'intégration au bâti.
Là, vous avez bien les 2 derniers paragraphes de l'annexe 2 qui sont que pour la prime d'intégration de bâtiment. La notion d'attestation qu'on a déjà évoquée tout à l'heure, pour vous dire qu'il y avait eu un décret sur le contrôle qui est en train de se mettre en œuvre aussi. L'idée maintenant, c'est qu'il y a des contrôles pour tout type d'installation et qu'il y avait des choses précisées sur les attestations. L'arrêté tarifaire, il parle d'attestation sur l'honneur qui va du producteur et de l'installateur. Donc il y aura les deux qui vont être co-signataires quelque part, chacun en fait étant signataire d'une part, d'une responsabilité. L'arrêté précise très clairement les responsabilités de chacun. Je ne vais pas vous détailler, c'est écrit dans l'arrêté et on attend surtout un modèle d'attestation. Comme ça au moins vous aurez des éléments clairs. Mais quand même là je vous pose la question, à quelle date faut-elle, je sais pas, bref, envoyer l'attestation sur l'honneur? Et en fait, c'est pour vous dire qu'effectivement, il y a une définition maintenant claire, c'est-à-dire qu'on peut envoyer l'attestation après l'achèvement, qui est définie comme étant l'attestation consuelle. Enfin, si c'est écrit consuelle. Je voulais juste préciser, sans trop aller dans les détails, mais petit point d'alerte, en fait, il y a un article dans l'arrêté qui précise les possibilités de modification de votre demande de raccordement. Qu'est-ce qui est possible, à quel moment, après, avant mise en service, etc. Je vous invite à les lire. Et je voulais quand même juste vous dire que l'arrêté ne régit que l'aspect obligation d'achat. Vous pouvez par exemple modifier, et ça a l'air d'être OK pour l'obligation d'achat. En fait, en parallèle, vous avez aussi une procédure d'Enedis qui, elle aussi, définit les règles possibles de modification, en tout cas les conséquences d'une modification. Je vous invite à vraiment lire les deux. Parce que peut-être qu'une modification sera autorisée dans le cadre de l'obligation d'achat, mais que dans le cas d'Enedis, ça ne le sera pas, ou que ça requalifiera votre demande de raccordement, etc. Donc faites attention juste de bien regarder les deux. Et rappel ou information aussi, dans l'arrêté tarifaire, en fait, toute résiliation anticipée du contrat par le producteur et qui veut continuer à produire son électricité va induire de sa part de rembourser tout ce qu'il a perçu dans le cas de l'obligation d'achat. C'est juste une bonne question, je n'ai pas précisé pour la puissance P plus Q. Puissance Q, en fait, c'est des installations qui sont raccordées en projet, dont il y a une demande de raccordement. Mais ce n'est pas précisé que c'est une puissance Q qui bénéficie d'un tarif de l'arrêté tarifaire. Donc juste attention, il faut bien prendre en compte un peu ça. Pour finir sur l'arrêté, on voulait juste vous donner les grandes lignes aussi des conditions à venir et des choses qui vont être en application progressive. Au 1er octobre 2017, obligation pour l'installateur d'avoir une qualification professionnelle dès que les installations sont inférieures à 9 kW crête. Et au 1er janvier 2018, c'est l'obligation pour toute installation. Donc voilà, important que les installateurs... Au 1er janvier 2018, il va se mettre en place l'idée d'une caution, c'est-à-dire que dès qu'on aura un projet supérieur à 9 kg, à la demande de raccordement, vous devrez payer 360 € ou 1000 € selon les seuils de puissance. Ce sera une caution en fait qui pourra être retenue, qui pourra être gardée en tout cas si jamais vous abandonnez le projet sans vraiment sans autre raison que votre plan de financement entre guillemets. La seule raison qui est possible, c'est si vous avez des coûts de raccordement trop élevés, là ils peuvent vous restituer la caution. Sinon c'est une caution qui sera vraiment gardée jusqu'au bout du projet et dès que vous allez percevoir la première facture, là on vous remboursera la caution. Une équipe détermine si c'est quoi deux. C'est écrit, c'est 0,4 € loi de crête. C'est bordé, il y a une limite, c'est déjà écrit. Voilà. Pareil, c'est écrit, vous n'hésitez pas à vous référer un peu à l'arrêté là-dessus. Voilà. Et on ne connaît pas encore les modalités parce qu'en fait, c'est une caution que vous devrez payer à l'acheteur au moment de la demande de raccordement au réseau. Vous allez devoir, au moment de la demande, avoir 2 interlocuteurs. Donc là, on ne sait pas encore. Sans doute, normalement, l'Enedis doit mettre en place ce paiement dématérialisé via ces portails de raccordement. Mais ça va être mis en œuvre et donc normalement, au 1er janvier, ça sera tout bien expliqué et mis en œuvre. On voulait conclure, remettre les grilles, je vous les remets. Et en fait, il y a Jeanne qui va vous présenter un outil que nous on a fait en interne, qui n'est pas vocation d'être diffusé pour l'instant, mais juste pour comparer justement un petit peu, jouer entre guillemets, mais comparer ces différents niveaux de tarifs. Pour un cas, donc on est resté sur des petites installations, et donc là on fera juste un affichage sur du 3 kW crête, mais juste comparer un peu les différentes recettes qu'on peut... Différents scénarios économiques, donc on en a quand même pas mal parlé, vente en totalité. Vente en totalité avec et sans la prime d'intégration, vente en surplus, donc l'autoconsommation avec cession à titre gratuit au gestionnaire de réseau, et autoconsommation sans injection. Donc ça c'est les différents scénarios étudiés. Alors qu'est-ce qu'on va prendre en compte? Les caractéristiques de notre installation photovoltaïque, l'hypothèse des flux physiques. Parce que vous savez que pour faire de l'autoconsommation, il faut qu'on ait la consommation et la production qui arrivent en simultané. Donc c'est là qu'on va faire cette hypothèse des flux physiques. L'hypothèse des flux économiques, qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on vend, oui, qu'est-ce qu'on achète au réseau.
et les hypothèses économiques qui sont le prix de l'électricité, l'augmentation du prix de l'électricité dans les 20 prochaines années, qui sont des critères importants lorsque l'on cherche à savoir est-ce que ça va être rentable de faire de la vente en surplus. Les hypothèses par défaut que nous on prend, donc là moi j'ai pris 3 kW crête, improductible à 1200 kWh par kW crête par an, ce qui est une bonne installation en région lyonnaise. Un taux d'autoconsommation de 30%. Donc ça c'est un taux d'autoconsommation, c'est une hypothèse réaliste dans le résidentiel aujourd'hui. On a vraiment, c'est à peu près ce qu'on a observé dans nos retours d'expérience, que les gens ils n'arrivent pas à autoconsommer plus de 30% de leur production. Un prix d'électricité 14,5 centimes d'euros le kilowattheure. Il faut faire bien attention, il faut prendre le prix de l'électricité hors abonnement parce que vous n'arriverez pas à économiser sur l'abonnement. Augmentation pendant 5 ans de 5% par an et ensuite au-delà de 5 ans de 1,2%. J'ai pris ces hypothèses de l'ADEME et de la CRI. Donc voilà, je n'ai pas sorti de nulle part. Au niveau de la comparaison, on arrive, alors je suis désolée, c'est assez petit. Donc on arrive avec un 3 kW crête, revenu net sur 20 ans. Donc tout ce que j'ai pris en compte comme coût de fonctionnement, c'est le turc, parce que c'est le seul coût de fonctionnement qui, dans toutes ces hypothèses, va varier. Vous aurez toujours des coûts de maintenance, des coûts d'assurance, que vous soyez en vente de la totalité ou en autoconsommation. Donc on arrive avec, là je le dis comme ça si vous êtes un peu loin, 15 400 euros sur 20 ans de revenus nets. On est à 12 000... Ah oui, pardon. Donc vente de la totalité en intégré, vente de la totalité sans la prime intégrée, vente en surplus, autoconsommation partielle avec cession gratuite et autoconsommation sans injection. Donc vente en totalité avec la prime d'intégration au bâti, on arrive à 15 400 euros de revenus nets, donc il n'y a pas les impôts de compris dedans, mais revenus nets sur 20 ans. On arrive à 12 100 sans la prime d'intégration. On arrive à 9 700 en vente en surplus, donc avec les hypothèses que j'ai prises en compte. On est à 3 500 dans le cadre de l'autoconsommation partielle avec cession gratuite. Et il faut bien préciser que dans le cas où vous autoconsommez seulement 30% de votre production, vous ne pouvez pas faire de l'autoconsommation sans injection, puisque vous injectez. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du stockage et qu'il y a des petites indications dans l'arrêté tarifaire sur le stockage. Oui, on a le droit au stockage. Par contre, il nous demande bien de valider que la mise en place d'un dispositif technique qui permet de garantir que l'énergie stockée provient bien de la production photovoltaïque. Après, voilà, il n'y a pas de... Effectivement, c'est possible. Là, c'est vrai que nous, on a fait... Oui, il y a des hypothèses à prendre en compte. Donc, dans le cadre vente de la totalité, on a entre 1000 et 2500 euros. Donc, c'est vrai que ça dépend des cas. Et après, on peut le retrouver dans le barème Enedis. C'est un peu pareil, voilà, c'est la fourchette. Et pour la vente en surplus, aujourd'hui, avec Linky, on a quand même des tarifs de raccordement qui sont bien moindres, qui peuvent même être presque nuls. Donc on est entre 0 et 400 euros. Mais je vous redis, l'autoconsommation avec cession gratuite à Enedis, du point de vue d'Enedis, c'est strictement identique à un vente en surplus. La seule différence, c'est que c'est eux qui sont bénéficiaires des kilowattheures et non pas une autre entité. Vu d'Enedis, c'est identique. Donc les formulaires, tout ça, ça serait pareil. Juste pour repréciser dans ce tableau, le TURP, en fait, c'est le TURP 4 qui est actuel. Il y a un TURP 5 qui arrive au 1er août, qui va faire... Aujourd'hui, on a des tarifs annoncés qui sont plus bas. Donc voilà, ça peut aussi avoir un impact. Et notamment pour la vente en surplus, en fait, pour tout ce qui va être injection du surplus, on va être dans une logique de mutualisation un peu des coûts avec la consommation. Donc ça va baisser quand même un peu la part. C'est juste pour vous le dire. Je vais tout de suite donc enchaîner avec cette histoire avec les notions d'autoconsommation individuelle. On va refaire le point, ça reprendra vraiment la synthèse, je pense, de ce qu'on a déjà pu se dire. Première question, j'ai pas mis d'ABCD, je crois. Voilà, donc là on a nos schémas habituels et en fait on a changé maintenant, on n'a plus mis nos compteurs bleus, on a mis un compteur Linky.
Donc là, on vous pose la question, finalement, on est en autoconsommation avec ou sans injection? Les deux, en fait, quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, en soi, le compteur Linky va être le même dans les... Voilà, il va être le même. Après, la différence, c'est que normalement, en autoconsommation, donc sans injection, vous allez rien injecter. Ah, on se fait contrôler. Alors, il y a effectivement maintenant un cahier des charges pour vérifier la non-injection. C'est-à-dire que si jamais, par un relevé fortuit de la part du gestionnaire de réseau, ils découvrent que vous injectez, ils vont venir faire des contrôles et en fait, il ne faut pas injecter plus de 5 Wh par pas de 30 minutes. Ce qui est important, je pense qu'on a commencé à le dire, on va le redire, c'est que finalement, on voit que le schéma est identique et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que le coût de raccordement va quasiment être identique finalement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un compteur Linky, vous n'allez plus payer vraiment de coût de branchement en tant que vente en surplus. Que les seuls coûts qu'il y aurait, c'est si jamais vous êtes en branchement aérien et avec un coffret de coupure sectionnement, il y en a qui ont déjà eu ces devis-là. A priori, Enedis va faire en sorte que ce soit même plus le cas, c'est-à-dire que quand on est en vente en surplus, on aurait 0 coût. Exactement comme l'autoconsommation sans injection. Le turp va être vraiment minime, hein, je vous l'ai dit. Donc en fait, on avance vraiment vers quelque chose de très similaire finalement économiquement entre vente en surplus ou autoconsommation sans injection. Donc juste pour terminer par l'aspect autoconsommation, hein. Donc on rappelle on est en train de changer un peu de sémantique pour dire les choses. Hein. Vous avez bien vu qu'il y a un enjeu de bien se comprendre, hein, dans les termes. Par le passé, on parlait beaucoup d'autoconsommation totale. Il faut tout consommer sur site. Maintenant, on va plus parler, nous, d'autoconsommation sans injection. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on peut des fois ne pas tout consommer, mais du coup, on met un dispositif. Donc c'est pour juste bien que vous compreniez que cette option-là, c'est sans injection. Et peut-être que vous n'arriverez pas à tout consommer. Dans ce cas-là, il faut qu'il y ait un dispositif. Une autre option, du coup, qui serait l'autoconsommation partielle avec injection du surplus, donc c'est à titre gratuit. Et puis sinon, l'autoconsommation partielle avec vente au surplus. On peut simplifier en disant sans injection. Injection du surplus, c'est à titre gratuit. Et puis vente du surplus. Et rappel, seule la troisième option est éligible à la prime à l'investissement de l'ARC tarifaire. Juste là, je voulais juste vous redire très rapidement les démarches, pourquoi c'est différent et qu'est-ce qui diffère et quelles sont les démarches. Pour la sans injection, on fait une déclaration simplifiée en ligne. Vous avez ensuite une convention d'autoconsommation, une CAP SI. Vous pouvez mettre vous-même la mise en service. Donc c'est simplifié. On n'a pas de frais en fait, ni de raccordement ni de mise en service et on n'a pas de turf. Là, c'est pour les petits systèmes. Pour les gros systèmes, juste pour rappel, quand on est au-dessus de 36 kg, il faut faire une demande de raccordement parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il faut cocher la case l'électricité sera entièrement consommée sur le site. Et puis, il y aura un avenant qui sera fait à la convention d'exploitation. Demande de raccordement avec toutes les pièces. Alors, non, si c'est autoconsommation, sans injection. Je veux dire, ce qu'il faut faire. Toutes les pièces relatives à la pièce du notaire. Eh bien non, parce que ça, c'est l'obligation d'achat. Si vous faites cette démarche-là pour être en autoconsommation sans injection, vous n'aurez de fait pas possibilité d'être en obligation d'achat. Sur les demandes de raccordement actuelles, au-dessus de 36 kVA, il faut donner le permis de construire et tout. Alors, il y a des règles propres après, on coche. Au raccordement réseau, et puis des règles propres à l'obligation d'achat. Dans ce cadre-là, vous ne serez pas éligible à l'obligation d'achat, donc vous répondrez aux pièces demandées pour le raccordement réseau. Ça va changer dans les demandes de raccordement. Dans les fiches de collecte, en fait, tout ce qui est obligation d'achat, c'est en violet. Donc vous, là, dans ce cadre-là, vous aurez à remplir tout, sauf les cases violettes, parce que vous ne serez pas en obligation d'achat. Donc, des choses en moins, mais des choses qui resteront, parce que c'est du raccordement au réseau. Donc, supérieur à 36, tu es obligé de déclarer, mais tu ne payes rien. Il n'y a pas de coût. A priori, non. Il y a eu des cas un peu spécifiques selon le niveau de tension de la consommation. Je ne rentre pas dans les cas particuliers. Quand on a des domaines différents de tension entre consommateurs, producteurs, des fois, ça induit d'autres choses, en surplus et sans injection. Je ne rentre pas dans le détail, parce que nous, pas encore aussi assez clair sur tous les cas. Pour rappeler, en autoconsommation, je pense qu'on l'a dit souvent, mais avec surplus, c'est à titre gratuit. Deux possibilités. Si vous êtes une installation qui est inférieure ou égale à 3 kW, alors le 3 kW est une puissance installée au sens puissance maximale. Donc ce n'est pas forcément la puissance crête, ça peut être puissance onduleur, enfin puissance max. C'est pas mal de la nommer KVA dans ce cas-là. Eh ben non, parce que elle écrit bien 3 kW quand même dans le texte réglementaire, et c'est après à vous de définir quelle est votre puissance maximale en fait, entre onduleur et... Important, aujourd'hui, il n'y a pas de case qui est prévue pour dire je vais céder à titre gratuit à Enedis. Pour l'instant, il faut utiliser les champs d'observation pour dire je vais le faire dans le cadre de ma session à Enedis. Vous signez un CRAE, vous allez avoir un surplus identique à la vente en surplus. Pour information, il y a une réflexion de la part d'Enedis pour tout ce qui est vente en surplus
de simplifier encore les démarches et d'aller même vers une auto-mise en service. À partir du moment où un compteur limité sera posé, ça c'est en réflexion, c'est pas encore applicable, mais vraiment on va de plus en plus converger entre injection sur pure ou sans injection, avoir les mêmes, quasiment les mêmes dispositifs pour Enedis. Je dis quasiment parce que nous là dans ce cas-là, il faut quand même bien signer un CRAE, on est bien sur le cas d'un CRAE, avec un TURP à payer au titre de la gestion de ce CRAE.